J'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision, j'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animés par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique, ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière. Ma fierté, c'est d'avoir nourri les hommes et femmes de lettres et des renommées de ma région en philosophie et en sciences de l'information et de la communication. Laborieux fruit d'un travail assidu, que ces œuvres ne cessent de témoigner mes paroles. Je vis avec mon temps, j'apprends la gestion des entités et des hommes, j'apprends à tutoyer de nouvelles technologies, parce que oui, dans la faculté de gestion, il y a la gestion des ressources humaines, la gestion informatique, le développement et management. Je suis une belle femme. Je vais construire un bel avenir, pratiquement des géants et imposant infrastructures de l'innovation du génie. En sciences appliquées, tu peux choisir entre les génies des constructions, les génies informatiques et les génies électriques. Je suis l'Université de l'Assomption au Congo, UAC. Je ne suis pas seulement ce bâtiment imposant que vous voyez. Je suis surtout l'inoubliable souvenir et le seul témoignage de rares personnes qui ont fait le meilleur choix de leur vie. Ces choix, c'est de m'avoir choisi. Je sens que tu es spécial. Je sens que tu m'as choisi. Je sens que nous allons pratiquer le changement et le développement avec l'UAC. Vous êtes nombreux à vos postes téléviseurs, téléspectateurs de la Moto TV. Bienvenue dans ce grand rendez-vous, la grande messe du week-end, l'émission Écho de l'IAC qui se passe chaque samedi sur les antennes de la Moto TV, bien sûr, à partir de 13h15 jusqu'à 14h juste. Ces retards enregistrés seront bel et bien récupérés. Vous êtes dans des salons du confire, vous êtes dans des restos, vous êtes dans des bars. Vous êtes partout à travers la ville et en dehors de la ville de Butembo. Téléspectateurs, nous vous disons merci et surtout bienvenue dans ce grand numéro, la grande émission de ce mois de juillet. Et comme vous le savez, Écho de l'IAC, c'est une émission qui vous parle, qui vous donne l'actualité aussi de l'Université de l'Assomption au Congo. À part cette actualité, il y a aussi la science qui est au rendez-vous. Nous cherchons des thèmes qui battent record, des thèmes qui sont à la une et nous invitons des spécialistes pour qu'ils puissent les développer et donner plus d'éclaircissement. Et pour aujourd'hui, nous serons très concis. La première rubrique, soit rubrique actualité, n'aura pas lieu car nous sommes secoués par le temps. C'est pour cela que sans transition aucune, nous allons vraiment vous inviter à suivre ces grands débats et débats qui tournera autour d'une thématique très riche, une thématique qui est à la une bien sûr, car nous allons skipiler autour de la thématique intitulée « Quels effets sociaux de la démolition des infrastructures lors des différentes manifestations en ville de Butembo ?» Quels effets sociaux de la démolition des infrastructures lors des différentes manifestations en ville de Butembo? Vous êtes sans oublier, vous êtes sans pour autant oublier les atrocités qui se passent, qui subissent la ville, les atrocités qui subissent les infrastructures de la ville de Butembo. C'est pour cela que nous avons voulu mettre cette thématique au centre de cette émission pour que l'on puisse avoir les avis de différentes personnes. Et pour développer cette grande thématique, nous avons invité pour vous deux personnalités de grande taille, notamment M. Héritier Kipimo. Je rappelle qu'il est ingénieur civil, il fait l'IOR. Donc, M. Héritier Kipimo, c'est pour moi une grande joie de vous recevoir sur ces plateaux. Bonjour. Bonjour. En fait, je voulais juste
corriger, je faisais. Voilà, donc ça, il n'est plus là, mais il est déjà ingénieur civil. Merci pour cette petite correction, mais je t'en de vous saluer. Bonjour encore. Merci, bonjour à tous les téléspectateurs de Moto TV. Aujourd'hui sur le plateau de la Moto TV, dans l'émission Éco de l'IAC, vous vous sentez comment? Bon, c'est un plaisir pour moi, parce que c'est la première fois d'ailleurs. C'est la première fois sur le plateau de la Moto TV. Voilà. Ça me plaît quand même de Merci, c'est pour nous aussi à cette émission. Une grande joie. À côté des héritiers qui piment, il y a M. Ladislas. Il est assistant à l'Université de l'Assomption au Congo. Il n'est pas nouveau car il est bel et bien connu. Monsieur Ladislas, bonjour. Bonjour, monsieur. Pour nous, une grande joie de vous recevoir encore une fois sur ce plateau. Comment vous vous sentez encore une fois? Oui, je suis à l'aise parce que je suis à la maison et ce n'est pas la première fois de passer ici. Et je dis merci pour encore cet appel et je suis prêt à répondre à certaines questions pour éclaircir la masse sur ce qui se passe dans notre ville. Voilà, merci à nos deux invités qui sont là. Ils ont bien affûté leurs armes pour débattre, pour développer cette thématique. Et donc, avant de se plonger dans les vifs de cette émission, soit de ces grands débats, je vous rappelle que le numéro est là. Vous voulez participer, vous voulez nous écrire, composez le numéro qui est en bas de vos postes téléviseurs et vous ferez partie. En fait, vous allez nous joindre facilement. Une petite pause et nous nous plongeons dans les vifs de cette grande émission. Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision, j'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animés par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique, ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière. Ma fierté, c'est d'avoir nourri les hommes et femmes de lettres et des renommées de ma région en philosophie et en sciences de l'information et de la communication. Laborieux fruit d'un travail assidu, que ces œuvres ne cessent de témoigner mes paroles. Je vis avec mon temps, j'apprends la gestion des entités et des hommes, j'apprends à tutoyer de nouvelles technologies, parce que oui, dans la faculté de gestion, il y a la gestion des ressources humaines, la gestion informatique, le développement et management. Je suis une belle femme. Je vais construire un bel avenir, pratiquement des géants et imposant infrastructures de l'innovation du génie. En sciences appliquées, tu peux choisir entre les génies des constructions, les génies informatiques et les génies électriques. Bonjour encore téléspectateurs de la Moto TV, nous sommes là. Vous êtes aussi devant le poste téléviseur pour suivre ce grand rendez-vous. Comme on vous l'a annoncé aujourd'hui dans cette rubrique de débat, nous allons skipper autour de la thématique qui est à la une. Quels effets sociaux de la démolition des infrastructures lors de différentes manifestations en ville de Boutebo. Une thématique qui crée débat, une thématique qui fait débat dans beaucoup de carrefours, dans beaucoup de forums. Les gens discutent là-dessus. Vraiment. C'est pour cela que, étant que média, étant qu'une émission scientifique, une émission qui prône le bien-être, nous avons voulu sélectionner cette thématique et la mettre autour de notre, en fait, au centre de notre débat. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes avec deux géants, des grandes personnalités, notamment Héritier Pimon, il est ingénieur civil, comme je l'ai dit, mais aussi Ladislas Moutsouva, il est assistant à l'UIAC. C'est pour cela que je vais lancer le ballot dans le camp de M. Héritier Pimon à votre titre d'ingénieur civil. La question qui est la première est de nous donner d'abord vos impressions par rapport à ce qui se passe à Boutebo. Bon, premièrement, sur l'aspect de votre thématique, c'est déplorable. Vous savez, lorsqu'on fait des infrastructures, c'est pour donner une beauté à un cité ou soit à une ville. Alors, lorsque les gens se mettent à détruire ce qu'on a construit avec
avec beaucoup de conceptions, c'est-à-dire ce sont on appelle ça, nous, en termes techniques, des œuvres d'esprit. Vous savez, celui qui a fait la conception de cette infrastructure, que ce soit une maison, que ce soit un pont, que ce soit une route, il a fait beaucoup d'étapes pour concevoir. Et lorsque les gens maintenant viennent et se mettent à détruire, ça choque premièrement d'abord la personne qui a conçu cet ouvrage. Et deuxièmement, ça va choquer le propriétaire, parce que vous savez, les gens pensent que c'est facile. Vous savez, bon, on le dit souvent que c'est facile de détruire, mais construire c'est compliqué. Vous savez, il y a beaucoup de facteurs qui entrent à jeu. Là, premièrement, je vais parler des gens, des personnes, c'est-à-dire la conception. Les gens vont se mettre pour concevoir. Il y a quelqu'un qui va allouer des moyens pour construire. Il y a des gens qui vont mettre seulement leur énergie. C'est-à-dire là, je vois les ouvriers, parce que les ouvriers vont mettre leur énergie, mais le maître d'œuvre viendra et il va mettre sa conception, c'est-à-dire son intelligence. Maintenant, le maître d'ouvrage viendra mettre des moyens pour construire. Et lorsque les gens viennent et détruisent, c'est ce qui rend un peu compliqué. Vous savez, c'est pas tellement bien, parce que lorsque il y a des infrastructures, c'est pour toute une ville. Ce n'est pas seulement pour une personne. Quelqu'un peut construire quelque chose, les gens prétendent que c'est pour lui seul, alors que c'est pour l'ornement de toute la ville, de toute la cité. C'est-à-dire, tout ce qui existe autour de nous, toutes ces maisons, tous ces ponts, toutes ces routes construites, sont là pour notre intérêt. Ce n'est pas pour l'intérêt de leurs propriétaires. Et donc, si je vous ai bien compris, on peut dire que vous dénoncez la façon dont... Ah ouais, la façon dont ça se passe, ouais. C'est pas tellement bien, on le voit toujours, le plus souvent. Moi, ce qui m'inquiète un peu parfois, lorsqu'il y a même des manifestations de certains étudiants, pour ne pas citer leur nom, on se voit même des étudiants qui tombent dans ces mêmes erreurs, et pourtant ça ne devait pas se passer, surtout qu'eux aussi font partie des gens qui reçoivent. Puis voilà, merci messieurs Héritier Kipimon pour votre première intervention dans cette émission, la grande rubrique débat. Et je m'en vais donc donner la parole aussi à Ladislas Moutouva, qu'on reçoit comme sociologue, anthropologue, et en gardant votre casquette, qu'est-ce que vous pouvez donner, en fait, quelles sont vos impressions par rapport à ce qui se passe à Ville de Butembo pendant cette période? Bon, justement, ce qui se passe à Ville de Butembo, quelque part, ça nous donne une certaine humiliation. Parce que ça démontre que nous semblons être dans une société où nous sommes encore au premier niveau de l'animalité, où on ne sait pas encore faire un pas vers la responsabilité, vers la personnalité. Parce que quand des jeunes se mettent à détruire, parce qu'ils manifestent, la première question qu'on peut se poser, c'est de dire comment cela est arrivé. Mais le public va se poser la question de dire qui a fait ça. Et quand on dit qui a fait ça, c'est pour chercher le bouc émissaire. Et quand on veut chercher le bouc émissaire, donc une fois on le trouve, alors on va l'assommer. Ça devient directement une source de violence. Parce que les jeunes aussi qui ont détruit, ils étaient déjà dans le cadre de la violence. Une violence peut-être qui n'est pas contrôlée. Parce qu'on peut détruire par préjugé. On n'a pas exactement la raison de détruire. Et on dit, bon, il y a ceci, la foule n'a pas d'âme, on ne se pose même pas beaucoup de questions pour faire des analyses, et on commence à détruire. Et après, quand on vient de détruire, quand on veut poser la question de qui a fait ça, c'est qu'on veut chercher le bouc émissaire. Donc là, il y aura violence. Et si on se pose la question de comment cela est arrivé, on va aussi chercher beaucoup de responsables. Mais dans tous les cas, un bâtiment qui ne peut pas porter violence ne devait pas être démoli ou détruit. Une infrastructure ne peut pas tuer quelqu'un. Il faut alors se demander pourquoi les jeunes sont arrivés à ce niveau-là et comment cela est arrivé. Et alors, à partir de cela, on peut maintenant faire des analyses pour comprendre et comment on peut maintenant amener la jeunesse à ne plus tomber dans des situations pareilles. Et donc, on peut dire que si cette jeunesse continue à faire de pareilles actions, c'est parce que peut-être elle n'est pas bien instruite quant à la gestion peut-être des biens publics, soit du patrimoine, je peux le dire ainsi. Oui, la jeunesse d'ici n'a pas beaucoup de formations sur la gestion des infrastructures ou bien des biens publics. La jeunesse ne sait même pas comment fonctionne l'État pour qu'on arrive à ériger, par exemple, une maison publique.
Alors, quand les conséquences, par exemple, il y a des taxes qui augmentent. Quand on demande encore à ces jeunes-là de payer ces taxes-là, parce qu'on veut réparer les dommages causés, la tendance est encore de se révolter pour encore causer un autre dégât. Je vais prendre un exemple très simple. J'allais à Beni, on m'arrête à la barrière là, à Mukoulia. On dit non, on a incendié la mairie de Beni. Chacun doit payer 1000 francs parce qu'on va construire. Il y a eu ceux qui s'est lamenté, il y a eu des problèmes. Bon, on a déjà construit la mairie, mais ça continue. Et ici à Butembo aussi, on a déjà institué ça à Kangote. On n'avait pas brûlé la mairie de Butembo, mais ça fonctionne déjà, on ne sait pas quand est-ce qu'on va finir ça. La conséquence, le début, c'est qu'on avait incendié la mairie de Beni. Et qui avait fait ça, c'était le public par manifestation. Donc, c'est l'État qui doit réparer, parce qu'on ne connaît pas les responsables, c'est le public, c'est l'État qui doit réparer. Mais l'État va réparer à travers qui? L'État va réparer à travers le public encore. Donc, c'est le public qui va encore payer. Il va encore payer. Oui. Voilà, merci. C'est pour dire que donc, tout ce que nous faisons, peut-être, tout ce que nous posons comme acte, nous sommes peut-être le perdant d'une manière ou d'une autre. Oui. Voilà. Alors, monsieur Kipimo, je vous garde encore. Alors, étant qu'un ingénieur civil, quand la population, quand les manifestants posent de pareilles, des actions pareilles, de quoi? Qu'est-ce que cela, quel danger cela représente pour les infrastructures, l'exemple des infrastructures routières, des bâtiments, quel danger nous courons à posant de tels actes? Bon, vous savez, les gens doivent comprendre d'abord ce qu'ils sont en train de faire. Je vois lorsque les gens brûlent des pneus sur les macadams, sur le goudron. Vous savez, le goudron est constitué de quoi? C'est là où on devait même d'ailleurs partir pour comprendre. Vous savez, le goudron c'est constitué par le bitume. Et pour avoir le bitume en état liquide, il faut les chauffer. C'est-à-dire, si vous chauffez le goudron, vous allez le perdre. Alors, le bitume va se liquéfier et votre goudron va disparaître. Vous devez comprendre ça directement parce que vous allez voir sur la route principale, c'est-à-dire la rue président. Oui. Vous allez constater là où les gens brûlent les pneus, les goudrons se dégradent maintenant. Il faut faire des réparations. Qui va payer ça? C'est comme ce que l'assistant était en train de dire. C'est nous, population, qui va payer ça, malheureusement. Mais ça, le savoir à travers les taxes, bien sûr. Mais si on a construit cette route-là, c'était à notre avantage. D'ailleurs, c'était à notre demande. Parce qu'auparavant, les gens se lamentaient, disant non, il y a la poussière, il y a quoi, il y a la boue. Mais lorsqu'on vient, on vous construit quelque chose que vous devez maintenir pendant beaucoup de temps. Parce que vous savez, même les infrastructures ont aussi une vie. Ça, vous devez savoir. Si l'aspect technique, elles doivent s'endommager plus tard. Mais on ne peut pas l'amener à s'endommager avant. C'est-à-dire, bon, lorsque les gens vont brûler des pneus, lorsque les gens vont faire des casses sur les bâtiments déjà, vous savez, c'est quelque chose vraiment qui n'est pas à encourager. Parce que même sur l'aspect technique, si vous voyez, vous venez, vous détruisez quelque chose. Moi, j'ai conçu pour la première fois. J'ai donné une maquette, une forme pour ma conception, pour cette maison. Vous venez, vous détruisez. Ça va me demander que moi, personnellement, normalement, il y a ce qu'on appelle garantie décennale pour toute infrastructure. C'est-à-dire, lorsque moi, je vais construire, moi, constructeur, je dois avoir une assurance de garantie décennale. C'est-à-dire, lorsque je vais livrer l'infrastructure au propriétaire, je dois réparer tous les dommages. Donc, je dois réparer pendant 10 ans. Mais cela, sur la loi, sur l'aspect loi, on ne fait pas allusion à ce qui provient de la guerre des manifestants, malheureusement. Parce que là, on voit seulement l'aspect technique. C'est-à-dire, si j'ai fait des mauvais calculs, si j'ai fait des dimensionnements mal, si j'ai fait, par exemple, s'il y a des problèmes de tremblement de terre, dans ce cas-là, alors moi, je peux, à partir de l'assurance, bien sûr, si on a respecté les contrats. Malheureusement, ici, dans notre milieu, parfois, lorsqu'on fait des travaux de construction, les gens ne respectent même pas les contrats. Au point même, lorsque vous présentez des devis avec tous ces détails, on vous dit, mais votre... Est-ce qu'on ne peut pas dire que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui peut avoir des conséquences néfastes? Peut-être demain, avec genre, les investisseurs ne peuvent plus peut-être avoir... Voilà. C'est quelque chose qui décourage d'ailleurs ceux qui mettent leurs moyens. Parce que je l'ai dit, d'abord, les travaux de construction, les travaux de génie civil sont des travaux qui coûtent cher. Facilement, on peut vous dire telle infrastructure coûte 1 million.
Et vous venez détruire quelque chose. Quelqu'un a cherché son argent, il a investi pendant beaucoup de temps pour avoir les 1 million, mais vous détruisez ça à quelques minutes. Je l'ai dit, détruire c'est facile, mais construire c'est difficile. C'est ce que les gens devaient savoir. Donc, c'est ce que les gens devaient savoir avant même des... Voilà, téléspectateurs, vous êtes là et vous avez vous-même senti que c'est vraiment intéressant, ces débats, très intéressants, car ça touche à notre quotidien et ça nous interpelle. Ça interpelle toutes les actions que nous posons pendant différentes manifestations et des casses, démolitions, vraiment. L'idée, soit les conséquences, vous allez le retrouver, soit les avoir ici. Alors je reviens sur Monsieur Mutsuba. Après avoir énuméré les dangers que cela peut peut-être donner, amener, créer dans les futurs l'ingénieur, vous, étant que sociologue, qu'est-ce que cela peut aussi avoir comme conséquence dans les jours à venir, soit maintenant, au niveau de la ville, soit de la population de la ville de Butembo? Ok. Bon, cela a beaucoup de conséquences. Je voudrais d'abord dire que quand on veut investir pour beaucoup d'argent, on veut investir par exemple des milliards de dollars dans ces lieux, on se renseigne auprès d'une entreprise qu'on appelle Doing Business. Ça se trouve aux États-Unis. On s'est dit, bon, moi j'aimerais aller investir par exemple telle part. Et on vous donne les paramètres, on vous dit, bon, les peuples de ces côtés-là se comportent comme ça, comme ça, comme ça. Il y a la guerre, il y a des groupes rebelles, il y a ceci, ceci. Si vous investissez là-bas, vous pouvez perdre. Donc, quand maintenant nous, les civils aussi, les civils commencent à se comporter comme ça, cela peut facilement influencer le climat des affaires. Donc, il n'y aura pas d'investisseurs et les gens n'auront pas d'emploi. Les gens qui peuvent investir des milliards de dollars, des services qui peuvent engager plus de 15 000 personnes ne viendront pas. Ces gens-là vont se décourager. Automatiquement, dans les milieux, il y aura le chômage et seulement quelques capitalistes vont avoir de l'empreinte dans les milieux. Ça, c'est la première conséquence. Donc, découragement des investisseurs. Et deuxième conséquence, au niveau de l'État, quand on va détruire les infrastructures publiques, il y aura augmentation des taxes quand on va vouloir réparer. Et vous savez, dans un État où aussi l'État même ne sait pas contrôler les finances, les détourneurs aussi vont trouver leur occasion encore de trouver comment gagner de l'argent facilement. Alors, détournement directement quand il y a taxes, et il y aura aussi le problème d'être classé dans l'animalité. Donc nous serons sous-estimés au niveau international ou bien au niveau même national. On va dire, les gens de telle part se comportent comme ça. Ils ont un esprit grégaire. Grégaire qui vient de grégatum, qui veut dire troupeau. Donc les gens qui se comportent toujours à troupeau, les gens qui n'ont pas l'esprit d'écoute, qui agissent ça, se poser des questions, ça fait des analyses. Et alors, on sera mal vu. On peut aller ailleurs, on dit non, vous aviez fait ceci. Mais excusez. Est-ce qu'on ne peut pas dire que tout ce qui est la jeunesse, tout ce que les manifestants font, c'est peut-être la résultante de la souffrance qu'ils ont. Okay. Oui, là maintenant nous revenons à ce que j'ai dit ici au début, qu'il faut se poser la question de dire, au lieu de dire qui a fait ça, mais qu'on se pose la question de comment cela est arrivé. Ça c'est une question un peu responsable. Comment cela est arrivé? Donc nous qui nous posons des questions, peut-être nous avons une part de responsabilité dans cela. Que de se poser la question de dire qui a fait ça. Parce que quand on dit qui a fait ça, on veut chercher à frapper la personne responsable qui aurait fait ça. Maintenant, comment cela est arrivé? Bon, ceci arrive dans le milieu parce que les gens sont fatigués avec l'irresponsabilité de l'État. Vous savez, l'État doit jouer 3 grandes responsabilités claires. Il y a la première responsabilité, c'est respecter les droits humains. Un État où les policiers, les militaires peuvent se comporter comme des gens qui sont contre les civils, alors là, c'est un danger. Deuxième devoir, l'État doit promouvoir les civils. Les gens doivent avoir des promotions, des boulots, de ceci, de cela. Mais l'État où les jeunes sont délaissés à leur triste sort, ils ne sont pas pris à charge par l'État. Vous voyez par exemple, les gens ne sont même pas recensés. On ne sait pas si on est combien dans ces pays. Donc on a seulement une petite carte d'électeur où on ne peut pas identifier même son épouse. Les enfants n'en parlent plus. Donc on est délaissé. Et on peut grandir, on atteint un certain âge, on peut te demander, bon, mais qu'est-ce que l'État a déjà fait pour toi dans ta vie? Tu trouves que la scolarisation, ce sont toujours tes parents.
tout jusqu'à la vieillesse, c'est toujours ta famille. Donc l'État ne joue pas son rôle. Alors maintenant, le troisième danger, la troisième responsabilité que l'État ne sait pas assumer, protéger les civils, donc la protection des civils. Et les civils, quand ils trouvent qu'ils ne sont pas protégés par l'État, alors ils veulent se protéger eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'ils la justice agissent. populaire, Oui. c'est pas une chose autorisée. Oui, la justice populaire n'est pas Or, autorisée. c'est ce que cette population fait. Oui, la justice populaire n'est pas autorisée parce qu'elle parvient à tuer les boucs émissaires. Donc des gens à qui on prend comme responsable, les gens qu'on prend comme responsables, alors qu'ils ne sont pas responsables d'un problème quelconque. Alors dans la justice populaire, les gens agissent non pas avec responsabilité, mais avec animalité. Et c'est comme ça que cette justice populaire est condamnée et réprimée par l'État parce que, si vous lisez par exemple Max Weber, dans son livre Les politiques, il y a même un étudiant qui a fait travail sur ça, confronter les droits des manifestations avec les droits et les monopoles de la violence qu'a l'État. Max Weber démontre que les civils peuvent aller au-delà des limites, même si par exemple la manifestation a été autorisée. Dans ces cas-là, l'État se sent obligé, bien les policiers sont obligés d'imposer une certaine violence pour effrayer les manifestants. Et quand la police recourt à ces pratiques peut-être violentes, c'est à ce moment que la population aussi déborde. Oui. Bon, excusez, je vous retiens, mais je reprends M. Kipimo. Oui. Monsieur Kipimo, oui, il paraît que c'est une situation qui est déjà là. Il paraît que, d'une part, la population peut avoir raison, mais êtes-vous d'accord avec les actions que les manifestants posent pendant les manifestations? Bon, je ne suis pas d'accord, tel que l'assistant l'a dit. Premièrement, il a dit qu'est-ce que font ces infrastructures à la population. Depuis quand vous avez vu une route tuer quelqu'un? Depuis quand vous avez vu une maison tuer quelqu'un? C'est là où on devait partir. On se décharge sur ce que nous avons acquis. Vous savez, c'est plus facile de manifester, de casser quelque chose qui ne vous appartient pas. Mettez-vous d'abord dans le corps du propriétaire. C'est ce que les gens devaient d'abord se poser comme question. Est-ce que s'il s'agissait de ma maison, s'il s'agissait de ma route, qu'est-ce que ça a comme impact sur la personne? Parce que c'est facile de dire, comme moi je n'ai pas tel immeuble chez nous, je peux aller casser l'immeuble du voisin. Mais est-ce que moi aussi je suis capable d'accepter qu'on vienne casser ma case si je suis dans une case, ou qu'on vienne brûler ma case? Voilà là où les gens devaient aller au moins. C'est de cette même façon que les gens devaient se poser des questions. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que derrière tout ça, il y a aussi peut-être la jalousie, il y a peut-être des conflits personnels? Bon, on là on ne sait pas dire avec précision s'il y a la colère, s'il y a quoi. Mais moi je pense que ce que l'assistant était en train de dire, c'est seulement une façon de décider, une mauvaise façon de décider. Comme on le dit toujours que la foule n'a pas d'âme, vous savez. Et parce qu'à se décharger sur ces bâtiments, alors ils auront comme solution à leurs problèmes. C'est faux. Lorsque vous brûlez des pneus sur la route, là-bas sur les macadams, est-ce que vous avez des solutions? Voilà. Donc c'est très clair, pour dire que la violence ne peut rien résoudre. Les spectateurs, vous êtes toujours là, devant vos postes téléviseurs pour suivre ce grand rendez-vous et un débat qui est très chaud. Vous êtes en train de nous écrire, nous disons merci. Malheureusement, nous n'allons pas voulu pour l'instant, car il y a une pause qui s'impose pour revenir avec plus de précision et donner des pistes de solutions. Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision, j'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animés par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique, ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière,
Ma fierté, c'est d'avoir nourri les hommes et femmes de lettres et des renommées de ma région en philosophie et en sciences de l'information et de la communication. Laborieux fruit d'un travail assidu, que ces œuvres ne cessent de témoigner mes paroles. Je vis avec mon temps, j'apprends la gestion des entités et des hommes, j'apprends à tutoyer de nouvelles technologies, parce que oui, dans la faculté de gestion, il y a la gestion des ressources humaines, la gestion informatique, le développement et management. Je suis une belle femme. Je vais construire un bel avenir, pratiquement des géants et imposant infrastructures de l'innovation du génie. En sciences appliquées, tu peux choisir entre les génies des constructions, les génies informatiques et les génies électriques. Je suis l'Université de l'Assomption au Congo, UAC. Je ne suis pas seulement ce bâtiment imposant que vous voyez. Je suis surtout l'inoubliable souvenir et le seul témoignage de rares personnes qui ont fait le meilleur choix de leur vie. Ces choix, c'est de m'avoir choisi. Je sens que tu es spécial. Je sens que tu m'as choisi. Je sens que nous allons pratiquer le changement et le développement avec l'UAC. Et voilà, on essaie de donner des retours sur ces plateaux magnifiques dans la grande émission Écho de l'IAC, votre grande messe du week-end. Nous sommes dans la rubrique débat. Et comme je vous l'ai dit tantôt, nous sommes en train de développer la thématique quels effets sociaux quels effets sociaux de la démolition des infrastructures lors de différentes manifestations en ville de Butembo. Vous avez bel et bien suivi les différentes interventions de nos invités. Ils ont été très clairs, ils ont été vraiment clairs. J'espère que ceux qui sont en train de nous suivre à pareil instant sont en train de comprendre et les intelligents vont y piser quelque chose. Alors nous sommes dans la seconde partie de cette rubrique, et là nous passons à l'étape de la proposition de pistes et de solutions, car Écho de l'IAC, c'est aussi une émission pédagogique, une émission éducative. Nous devons donc vous inviter, vous conseiller et peut-être accroître votre mentalité. Et Monsieur Ladislas Mutsouba, après vos premières interventions, c'est l'étape alors de donner certaines pistes de solutions. Il y a déjà des pneus qui sont brûlés sur des boulevards. Il y a des bâtiments qui sont peut-être vandalisés. Il y a des véhicules qui sont échantillés. Alors, nous sommes presque devant effet accompli. Alors, à la place de ces différentes peut-être actions, actes que posent les manifestants, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mieux pour peut-être bien revendiquer leurs droits? Ok. Oui, pour bien revendiquer leurs droits, les manifestants devaient savoir qu'à chaque chose, il y a une théorie qui oriente ça. Même dans un petit bureau, vous trouvez un livre et un document qu'on appelle pour une bonne gestion. Un petit bureau. Alors, ces gens devaient d'abord se renseigner. Nous voulons manifester. Comment on manifeste? Ils devaient se renseigner, apprendre comment on doit manifester, les réseaux qui peuvent pousser à manifester. C'est vrai, nous sommes dans un pays en guerre, mais il y a une procédure à suivre pour parvenir à être autorisé de faire une manifestation. Par exemple, une manifestation non autorisée par les maires de la ville, c'est une manifestation dangereuse. Parce que là-bas, la police peut trouver que la situation peut s'aggraver. On ne saura plus contrôler la situation. Et la police a le droit d'effrayer la masse pour que la manifestation s'arrête. Et quand on n'a pas donné l'autorisation de manifester, quand on va dans une manifestation pareille, nos jeunes devaient savoir que c'est risquer leur vie. Parce que l'État a le monopole de la violence, quand l'État constate que la population risque d'aller plus loin. Il y a un historien français qu'on appelle Cavour, qui disait que le peuple est fou. Il a dit ça après la Révolution française, quand il a constaté que les civils étaient capables d'aller s'apprendre au roi et de l'éliminer. Alors, les jeunes devaient d'abord s'informer pour être formés afin de transformer la société. Dans le cas contraire, il y aura toujours des échauffourées et il y aura des problèmes sérieux qui peuvent créer ce qu'on appelle une spirale de violence. Parce qu'on peut assister à une première violence. Après, il y aura une deuxième violence. Et après, on peut atteindre ce qu'on appelle une spirale de violence. Donc, l'ensemble de violences qu'on ne sait plus contrôler.
Alors, les jeunes devaient se former, devaient d'abord savoir les procédures. Et une fois le maire de la ville n'autorise pas une manifestation, alors les jeunes doivent comprendre qu'ils doivent rester chez eux, ils ne doivent pas manifester. Et donc, avant d'agir, on doit d'abord suivre aussi les instructions. Alors, cette même question se pose en fait à Monsieur Héritier Kipimo, et nous sommes déjà effets accomplis. Il y a ceci, cela, il y a des cases partout. Étant qu'un ingénieur civil, est-ce que, vu que c'est une situation qui est déjà là, peut-être nos investisseurs, nos commerçants ne peuvent pas peut-être adopter une autre manière de construire pour essayer peut-être de minimiser les conséquences des actes. Bon, premièrement, vous devez savoir, il n'y a pas vraiment l'aspect technique. Si on aborde l'aspect technique, on dit que de telles manières pour éviter les conséquences. Mais vous devez savoir, premièrement, que ce que je peux donner comme conseil à tous ces investisseurs, c'est qu'ils ont déjà c'est-à-dire, lorsqu'un constructeur vient avec son devis, vous devez vous rassurer qu'il a réservé aussi la ligne de taxes. Taxes, oui. Pour garantie annuelle ou décennale ou je ne sais pas comment. C'est ce que je peux conseiller aux investisseurs. Mais dire que sur l'aspect technique, il y a une façon de construire pour dire que nous allons construire pour éviter. Alors là, ça va être très compliqué. Parce que là, comme par exemple pour le cas des routes, il n'y a pas jusque-là une nouvelle technologie pour construire les routes avec le goudron. Avec cette température, la route ne peut pas se dégrader. Si déjà il fait. On ne peut pas dire, bon, bien sûr, il y a aussi maintenant des technologies qui avancent, peut-être avec des vitres, s'il s'agit peut-être des vitres, on peut utiliser des vitres plastiques qui peuvent résister, bien sûr, à des petits chocs. S'il y a des petits chocs, pardon, s'il y a des chocs, bien sûr, s'il y a des chocs, ça peut résister. Mais là, il faut savoir que le coût va augmenter effectivement. Ce qui s'avère, et lorsque quelqu'un veut par exemple un hôtel, vous savez, lorsqu'on fixe les prix aussi de quelque chose, c'est par rapport à ce que ça a coûté lorsqu'on a fait sa construction. Je suis en train de construire un hôtel, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de fonds et de design, ça m'a coûté cher. Là, je dois aussi récupérer mon investissement, c'est ça, c'est quoi et peut-être en train de finir, car le temps aussi nous talonne. Comme il n'y a pas vraiment d'autres alternatives quant à la construction, quant à quoi, alors c'est en fait la population, qu'est-ce qu'elle peut chaque fois aussi faire pour revendiquer, soit pour manifester? Bon, je crois quel conseil donnez-vous à la population? À la population, je peux dire que lorsque vous voulez manifester, vous devez vous mettre à tête. Lorsque vous voulez casser, lorsque vous voulez faire quelque chose, vous voulez poser un acte, vous devez vous dire, si c'était à moi qu'on faisait ceci, est-ce que ça allait me plaire aussi? C'est-à-dire, lorsque vous allez jeter des cailloux sur la maison de votre voisin, vous devez vous dire, si c'était ma maison, qu'est-ce que moi ça allait me faire? Il faut voir aussi ce qui représente cette maison pour une ville. Parce qu'il y a des maisons qu'on appelle des maisons bijoux de la ville, ce qui représente la ville sur l'échelle mondiale. Vous savez, il y a des infrastructures, on vous dit, par exemple, en France, à Paris, pour parler de Paris, on parle de la tour Eiffel. À Butembo, on parle de quoi? Il faut savoir ça. Est-ce que c'est de cette infrastructure qui représente la ville de Butembo à l'échelle mondiale? Est-ce qu'il faut ça décharger parce qu'il y a déjà qu'on est en train de tirer dans la région? Voilà, Guy Pimon, c'est une très très belle intervention, c'est une très très belle conclusion. Et en train de finir, Monsieur Ladislas, l'État aussi a une part là-dessus. Comme la population revendique que soit manifeste, c'est à cause des atrocités qu'elle ne cesse de vivre. Alors, quel conseil pouvez-vous aussi donner à l'État? Bon, l'État vraiment a une grande responsabilité dans tout ça. Parce que si la jeunesse n'est pas éduquée, c'est parce que l'État n'a pas pris l'option d'investir dans la jeunesse. L'État a abandonné la jeunesse et la jeunesse ne sait pas comment faire.
Et si ou bien on a instruit cette jeunesse-là, peut-être le programme était flou. Donc l'État doit revoir le programme qui convient pour le pays, pour les jeunes, et l'État doit prendre ses responsabilités. L'État doit respecter les droits humains, l'État doit protéger les civils, et l'État doit promouvoir la jeunesse. Et si l'État ne fait pas cela, alors la jeunesse risque de détruire ce que l'État veut faire. Et dans ces cas-là, si l'État arrive à jouer ces rôles-là, ces trois rôles, les jeunes seront épanouis dans un État. Ils n'auront même pas l'État de manifester. Mais quand par exemple l'État n'est pas capable de sécuriser la population auprès de laquelle l'État est en train de demander des taxes, des impôts, alors ça donne à penser. Et c'est comme ça que les gens sont un peu traumatisés et ils ne savent plus se contrôler. Ils peuvent agir par préjugés, par influence, par idéologie et arriver à causer des dégâts qu'on ne sait pas supporter. Auprès de la jeunesse, je voudrais que chaque jeune prenne sa responsabilité. Par exemple, quelle est ma part dans ce qui se passe dans notre milieu? Pourquoi mon pays est celui qui est comme ça? Si les jeunes sont capables de se poser ces questions, par exemple, nous les chercheurs, nous lisons et nous publions, nous disons ceci, on peut résoudre tel problème comme ça. Et la plupart de nos publications, les jeunes ne veulent pas lire. Et quand une jeunesse ne sait pas lire, elle est une jeunesse ignorante. Et par conséquent, elle va chaque fois agir par instinct, comme des animaux. Donc ils seront dans l'animalité parce qu'ils ne sont pas informés, ils ne lisent pas. Alors, l'État aussi aura maintenant à les attraper et par des pièges, parce que l'État veut chercher des infractions pour gagner le pognon. Alors, au niveau des investisseurs là, privés, les investisseurs devraient étudier le climat des affaires dans les milieux. Ce n'est pas quand vous connaissez que le pays est en insécurité que vous allez chaque fois maintenant mettre votre moyen à jeu dans un milieu menacé par la guerre. Vous allez tout perdre, vous aurez l'AVC et vous trouvez beaucoup d'hommes d'affaires sont en train de mourir comme ça, jeunes, parce qu'ils ont investi dans un milieu où le climat des affaires n'est pas étudié. Mais vous voulez peut-être dire que les investisseurs ne viennent plus parce qu'il y a la guerre? Les investisseurs devraient être prudents. Parce que quand on est manager, on est businessman, on ne doit pas prendre le risque d'aller perdre ce qu'on a. Parce qu'on a gagné ça pendant beaucoup de temps et on peut perdre ça pendant peu de temps. Au niveau des fractures là, des goudrons par exemple, bon, les jeunes devaient apprendre qu'en même temps qu'ils brûlent les pneus là-bas, ils veulent être les agents des accidents dans les jours à venir, quand il y aura des fissures, des trous. Et donc, ce que vous voulez dire en gros est que la jeunesse puisse peut-être mettre épée d'eau dans le vin, la jeunesse puisse avoir peut-être le sens des responsabilités et que l'État pacifie la région pour que de tels actes n'arrivent plus. Oui, donc l'État devait pacifier et la jeunesse devait prendre aussi devait prendre des responsabilités. Voilà. Et savoir les fondements et la finalité de ce qu'on va faire. Voilà. Merci, téléspectateurs. Ouais. Vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs, vous voulez dire. Et c'est par là que nous bouclons vraiment cette émission, une émission qui a été purement éducative, une émission qui vous a instruit, une émission qui a interpellé, éveillé vraiment les différentes personnes qui nous suivaient à par instant. Et en fait, avant de poser un acte, mettez-vous dans la peau de son propriétaire. C'était la dernière parole de Messier Kipimo. Et l'État devrait pacifier la région. La dernière parole de Messier Ladislas. Et c'est par là que nous bouclons complètement cette émission en remerciant mes invités qui ont répondu favorablement à notre invitation. Nous vous disons donc merci dans l'ensemble. Oui, nous qui vous remercions. Téléspectateurs, vous avez été aussi nombreux, nous vous disons également merci. Nous disons merci à Silent Ntanzu qui est derrière notre caméra. Nous disons également merci à notre metteur Anand qui est là. Téléspectateurs, c'est pour nous une grande joie de vous servir et nous vous fixons donc un prochain rendez-vous, surtout excellent week-end. Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croire